Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents à cette conférence. Pendant une petite heure, on va parler du sol et de la biodiversité des sols. Alors que sait-on du sol justement? À vrai dire, peu de choses. Il est pourtant là, sous nos pieds, mais on ne le voit plus. L'artificialisation de nos territoires, l'agriculture intensive, l'urbanisation croissante nous ont éloignés peu à peu de lui. Mais heureusement, l'homme semble retisser ses liens avec la nature peu à peu. Il s'interroge de plus en plus sur l'impact de ses activités, qu'elles soient agricoles, industrielles, touristiques, et sur les conséquences des nombreuses pollutions engendrées par ces activités mêmes, qu'on retrouve en grande quantité dans le sol. Quelles sont-elles justement? Quels sont ses effets? Quelles solutions pour rétablir la santé des sols? Qu'en est-il au fond réellement de notre rapport à lui qui abrite de très nombreux êtres vivants, environ 25% de la biodiversité terrestre? Avons-nous conscience que 90% de notre alimentation dépend du sol? Savons-nous que l'avenir des mers et des océans dépend en partie de lui? Comprenons-nous enfin qu'il est essentiel qu'il soit en bonne santé pour nous fournir une eau de qualité? On va parler de tout ça, on va parler du sol, de notre origine, du sol plein de vie, du sol fait de vie, du sol animé par la vie, et évidemment de notre interdépendance avec lui. Avec moi à mes côtés deux spécialistes qui l'ont étudié et en font leur principal objet de recherche. Monsieur Marc-André Solos, biologiste et professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, dont les recherches portent sur les associations à bénéfices mutuels, les symbioses impliquant des champignons, et ses enseignements sur les microbes, l'écologie et l'évolution. Et à sa droite, monsieur Olivier Artière, ingénieur diplômé de l'école NGES de Strasbourg et docteur en sciences et techniques de l'eau de l'Université de Strasbourg, et actuellement directeur technique et innovation de Tencat Aquavia. Merci à tous les deux de votre présence et on vous écoute. Merci beaucoup Julien pour cette introduction. Alors effectivement, nous sommes ici dans le monde de l'eau et notamment dans le monde de l'eau et des sols. Monde de l'eau parce que vous avez des eaux pluviales qui sont à gérer et de plus en plus à gérer par infiltration. Alors ce qu'on peut se dire, c'est dans des ouvrages de gestion des eaux par infiltration, alors vous avez différents types qui sont indiqués à l'écran. Ça peut être des parkings à revêtement perméable, ça peut être des bassins d'infiltration des eaux, etc. On peut se poser la question, quelle est l'interaction en fait de ces eaux qui sont polluées, hein? On voit effectivement que la charge en pollution peut être relativement importante, notamment en hydrocarbures. Vous voyez que la charge en hydrocarbures dans des eaux qui percolent de sols pollués, c'est presque 40%. On observe aussi que les HAP, qui sont une catégorie d'hydrocarbures qui sont relativement toxiques, occasionnent le déclassement de 2/3 des masses d'eau superficielles en France. C'est ce que reportent en fait les agences de l'eau, hein, qui considèrent que les hydrocarbures sont effectivement des substances polluantes et très fréquemment rencontrées dans les masses d'eau superficielles, donc les lacs et les rivières. Donc la question que je vais poser à Marc-André Solos, ça va être le suivante, c'est ces eaux qui sont fortiori polluées, quelle va être leur interaction du sol, sachant que du point de vue, aménageur, un sol, c'est des grains de sable, c'est de l'argile, c'est caractérisé en perméabilité, c'est caractérisé en teneur, porosité ou indice de vide, mais il y a une vie. On voit très bien qu'il y a une vie extérieure au sol, mais c'est peut-être la partie émergée, l'iceberg, et peut-être que dans le sol, il y a une vie aussi, et comment va interagir ces eaux polluées par rapport à ce sol? Alors c'est sans doute une question faussement naïve, hein, parce que effectivement le sol c'est la vie. Cet été il y a un article qui est paru qui recense un peu les espèces vivantes et qui dit que 60% des espèces vivantes vivent dans les sols. 60%, plus que dans l'océan donc. Alors, je vais vous parler du sol, de ses pollutions et des solutions. Et en fait, à tous les étages, je vais vous parler de la vie, parce qu'en fait, le sol, c'est la vie, et tous ces problèmes-là, tous ces items-là, sont liés à la vie. Alors,
D'abord, le sol, c'est quoi? Bon, hier, le sol, c'est une espèce d'éponge cohérente. C'est un support fait de matière organique et de matière minérale. C'est assez cohérent pour que les racines des arbres et les maisons tiennent dessus. Puis il y a des trous, et dans ces trous, on peut mettre de l'eau, et éventuellement, dans cette eau, on va mettre des engrais, tiens, par exemple. Voilà. Ça vaut en sciences jusqu'aux années 90. Puis dans les années 90, les ténèbres se déchirent. On découvre, parce qu'on commence à étudier la vie du sol avec l'ADN, on découvre le nouveau sol. Alors ce nouveau sol, je vais vous dire une chose, pour l'instant, personne ne le prend en main, ni dans l'agriculture, ni dans l'aménagement. C'est encore embryonnaire. Mais ce nouveau sol, c'est un sol vivant. On découvre brutalement qu'on n'avait vu que 0,1 à 1% des espèces vivantes du sol. Que c'est bourré de bactéries, que c'est bourré de champignons, que c'est bourré d'amibes, des espèces de grosses cellules qui se déforment en se déplaçant. Vous connaissez les plus gros peut-être sous le nom de blobs. Il y a aussi des racines de plantes. Dans un gramme de terre, on la voit à peine la terre là, mais dans un gramme de terre, là, dans mes doigts, vous avez plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons, une centaine d'espèces d'amibes, sans doute plusieurs millions d'espèces de virus. Alors des virus, de bactéries, de champignons, hein, n'ayez pas peur. Le sol, c'est pas sale. C'est juste vivant. Alors, qu'est-ce que ça fait cette vie? Parce qu'au fond, on s'en fiche du catalogue des espèces. Quand même, rappelons une chose, à 1 hectare de chez nous, c'est 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines et 1 tonne 5 d'animaux. Oui, il y a aussi des animaux, mais vous voyez, c'est pas forcément ce qui est le plus net. C'est surtout ce que font ces organismes. Ils font la fertilité chimique et la fertilité physique du sol. La fertilité chimique, c'est qu'ils attaquent la matière organique, qui tombe au sol, ils la décomposent, elle disparaît d'elle-même en libérant de l'azote, du phosphate, en libérant des tas d'éléments qui vont servir à la nutrition des plantes. Ça, tout le monde le sait, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'ils attaquent aussi, ces êtres vivants, les roches, et qui libèrent aussi de la roche le calcium, le potassium, les oligo-éléments, toutes les choses qui permettent de nouveau aux plantes de se développer. Donc, quelque part, c'est cette vie avant tout qui fait continuellement la fertilité chimique. Mais j'aimerais parler aussi de fertilité physique, c'est les trous. Parce que le sol, c'est fait de trous. Alors, c'est pas normal qu'il y ait des trous, ça devrait s'effondrer. Ah oui, mais les trous sont perpétuellement reconstitués. Ne sauriez pas, par le déplacement de petites bactéries, par le déplacement d'amibes, par la croissance de filaments de champignons qui meurent et qui laissent un trou, par un déplacement de vers de terre éventuellement, par une racine qui a poussé, qui est morte. Si vous me suivez, en fait, lentement mais sûrement, le vivant fait des trous dans le sol et le sol est une sorte de chantilly. Et là, vous percevez tout de suite l'importance qu'il y a dans le fait de laisser la vie dans le sol, c'est que s'il n'y a pas de vie dans le sol, il n'y a pas de trou, le sol, l'eau ne rentre pas et ne se stocke pas. Alors j'aurais une petite question, est-ce que tous les sols se ressemblent en fait? Non, évidemment. Là, je vous parle d'un sol agricole standard, qui est aussi le genre de sol sur lequel on construit les villes, puisque vous avez remarqué qu'en général, à quelques bourgades perchées, et d'ailleurs souvent mourantes, sur les hauteurs des montagnes, les villes, on les met au milieu de plaines fertiles. Donc c'est à la fois les sols agricoles, mais même les sols forestiers, et les sols que recouvrent nos villes. Donc, ces trous-là, ils sont importants, et je dis que c'est la fertilité physique, parce que c'est eux qui retiennent l'eau. En fait, quand il pleut sur Terre, l'eau, elle est retenue par les sols. Dans le désert, hein, elle part tout de suite en ruissellement, il n'y a pas de sol. Et les rares fois où il pleut, l'eau, elle est partie la minute suivante. Là, l'eau reste dans les sols. Alors une partie, d'ailleurs, va s'évaporer par les végétaux, et une autre partie va lentement trouver la sortie de ce dédale de micro-trous pour alimenter les nappes ou les rivières. Et au passage, elle emmène la fameuse fertilité chimique. Ce qui fait que les eaux de rivière sont productives et que les eaux du littoral de l'océan sont productives. Oui, si l'océan est fertile, c'est parce que les sols pleurent dedans. Ils pleurent par les fleuves. Ils exportent une partie de leur fertilité. On ne pêche pas au milieu de l'Atlantique. Et quand la Grande-Bretagne s'en va de l'Union européenne avec toutes les eaux côtières, c'est un drame. Parce que ces eaux-là sont productives puisqu'elles sont sur les côtes. On ne les remplace pas en faisant la même distance à partir de Concarneau pour aller pêcher en plein océan. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire en creux, c'est que cette histoire de fertilité fait pousser les plantes, nourrit les bœufs, nourrit les oies, nourrit les cochons, et donc l'homme. Mais quand vous mangez des produits de la mer, vous mangez aussi des produits des sols.
Voilà, alors ça c'est le sol vivant. Alors, en termes de sol vivant, est-ce qu'il y a des bactéries, des champignons? Il y a cette microfaune présente dans tout type de sol, même un sol, je dirais, plutôt aride, sans matière organique. Il y a de la vie partout, mais c'est pas la même, et les fonctions ne seront pas les mêmes. Et ça, c'est la chose qui est importante, c'est que finalement, derrière cette diversité d'espèces, chacune fait une partie du travail. Par exemple, du travail qui, quand il y a des substances indésirables dans l'eau, va les détruire. Parce que, essentiellement, les sols stockent l'eau, mais comme il y a de l'activité vivante, quand il y a des molécules aromatiques, par exemple, ou n'importe quel polluant, ils sont dégradés. C'est un filtre. Bon, ça ne veut pas dire qu'il suffit qu'il y ait un sol pour que les molécules soient dégradées. Un filtre, ça s'encrasse, d'accord? On ne peut pas filtrer plus d'une certaine quantité à l'année ou à la dizaine d'années. Ça veut dire qu'il y a une limite. Il y a une limite de l'auto-épuration du sol. En fait. Mais cette biodiversité, c'est celle qui vous assure que quand vous mettez des pesticides dans le sol, en fait, 85% d'entre eux sont bouffés dans le sol. Une méta-analyse récente de Nature, parue dans Nature il y a 2 semaines, là, indique 85% bouffés dans le sol, 10% retenus dans le sol, et 7%, 7,5% qui partent vers les rivières. Ça ne fait pas 100% parce qu'il y a des inconnus. Bon, donc, quelque part, cette diversité, elle permet d'accomplir des diversités de fonctions, y compris les fonctions sur la qualité de l'eau. Alors maintenant, venons-en au problème des pollutions des sols. Ces problèmes sont des problèmes locaux et diffus. Il y a évidemment d'anciens sols d'usines, voilà, qui sont pollués parce qu'il y avait des activités polluantes à cet endroit-là. Des sols miniers également, ça c'est les pollutions locales. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des pollutions sont en fait diffuses, parce qu'elles sont réparties par des poussières. Savez-vous par exemple qu'on vous date très précisément le moment où les Romains ont commencé à exploiter massivement du plomb, notamment pour faire des canalisations, parce qu'on retrouve ça dans les glaces du Groenland. Oui, l'homme en vivant fait des poussières, et ces poussières sont chargées de tout ce qu'il manipule. Alors ça, c'est pas encore très grave. D'autres pollutions diffuses, ce sont les pollutions qui sont liées aux activités de l'homme. Quand vous mettez des engrais minéraux, le phosphate, les engrais minéraux est pollué par du cadmium. C'est pour ça que vous tous, là, la moitié d'entre vous sont en surdosage de cadmium. C'est très dangereux pour la santé, ça explique la hausse des cancers du pancréas de 2 à 3% par an, parce qu'en agriculture, on utilise beaucoup de phosphate au cadmium, et le phosphate, on va y revenir, le cadmium, il est très disponible pour les végétaux. Donc il rentre dans vos aliments et vous mangez 1,4 fois la dose maximale recommandée par l'OMS. Ça, c'est une pollution diffuse. Oui, alors d'autres pollutions diffuses que l'on retrouve notamment dans les eaux pluviales venant des voiries, parce que je disais tout à l'heure, ce sont par exemple les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui proviennent de la combustion des véhicules, des cheminées, l'industrie, et qui se dépose et qui est emmené ensuite par les eaux pluviales dans la nature, sur les sols. Ça, c'est une chose importante, c'est que ces eaux pluviales, elles lessivent nos activités, donc elles lessivent nos saletés. Et d'ailleurs, il ne faudrait surtout pas les mélanger avec nos eaux de toilette, qui, elles, contiennent, surtout quand on a de l'urine dedans, beaucoup d'azote, beaucoup de phosphate, et devraient retourner à la terre. Et il y a eu un historique comme ça. Quand on a installé le tout à l'égout à Paris, il y a des gens comme Victor Hugo, il y a des pages dans Les Misérables qui s'insurgent contre le tout à l'égout en disant « mais c'est de la fertilité qui part à l'océan ». Et des gens comme Victor Hugo ont poussé à mettre les égouts de Paris dans des zones peu fertiles, la plaine d'Achères, qu'on a fertilisé avec les eaux d'égout. Alors on a transformé une plaine sableuse où il ne poussait rien en un somptueux jardin qui a nourri Paris. Jusqu'en 2000 où on a tout arrêté parce qu'en fait on amenait par le mélange des eaux pluviales des hydrocarbures aromatiques, des HAP d'une part, mais aussi beaucoup de métaux lourds, et on dépassait les normes sanitaires dans les produits. Donc on a fermé le truc. Les gens du voyage se sont installés aujourd'hui dans ces endroits-là. Les enfants des gens du voyage qui se sont installés dans ces endroits abandonnés à toute activité développent des problèmes de saturnisme terribles. Des taux de plomb dans le sang d'enfants de 5 ans comme on n'en a jamais vu en France. Parce que, en fait, ça fait des poussières. Et c'est une pollution qui n'est pas locale seulement, elle est aussi diffuse. Bon, donc, c'est ce problème de pollution diffuse. J'aimerais aussi vous donner un chiffre hallucinant. C'est les 21 000 tonnes de plomb que la chasse déverse chaque année dans les sols d'Europe. 21 000 tonnes. D'ailleurs, l'Europe a interdit, au moins dans les zones humides, maintenant, à partir de 2025, on ne pourra plus chasser avec des plombs. C'est la moindre des choses. Donc, on a des pollutions locales et diffuses, et effectivement, quelque part, quand on pollue un endroit, ça ne reste pas là, ne fût-ce qu'à cause de la circulation de l'eau.
Alors le sol fait filtre, certes, mais ce filtre peut parfois s'encrasser, et dans ces cas-là, vous retrouvez ça dans les eaux de circulation, dans les eaux de rivière, puisque l'eau vient du sol, je le répète. S'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de rivière. Il faut que quelque chose stocke l'eau entre deux pluies pour que ça s'écoule dans la rivière. Et au passage, eh bien, cette eau se charge du meilleur, la fertilité, comme du pire, les saletés qui sont dans ce sol ou celles qu'on a amenées en trop grande quantité pour que le filtre opère. Alors le sol, par rapport aux polluants, il a aussi une caractéristique, c'est que, bon, il est vivant, donc la partie organique peut être détruite, la partie minérale, pardon, les métaux lourds, bon, bah non, hein, ça ne peut pas se détruire. Le sol a une caractéristique, c'est qu'il n'est pas neutre chimiquement, c'est quand même aussi organique et minéral. La matière organique d'une part et la matière minérale, les argiles en particulier, ont des capacités pour absorber les polluants. C'est pour ça, par exemple, qu'il n'y a pas de problème de toxicité du cuivre dans le sol si on n'en met pas beaucoup chaque année. Parce que le cuivre se fixe très vite dans le sol, et quand il est fixé, bah, il est plus biodisponible, il est plus disponible aux vivants. Et ça explique d'ailleurs qu'il n'y ait pas de plantes pour faire de la phytoremédiation au cuivre. C'est qu'il y a des sols pollués au cuivre, en fait, le cuivre, il est fixé, il ne bouge plus. Le seul problème, c'est le cuivre que vous venez de mettre l'année en question, qui, lui, circule encore, il n'est pas encore fixé, et lui est encore toxique. C'est pour ça qu'on dit pas plus de 4 kg de cuivre hectare. Je rappelle qu'historiquement, dans le vignoble, on pouvait atteindre 50 kg année hectare. Oui, alors ça va dépendre de la dose, bien sûr, parce que si on met une quantité de cuivre au-delà des limites acceptables par unité de temps. Oui, par unité de temps. Ah là, c'est pas acceptable. Mais moi, je connais des sols à 1000 kg de cuivre par hectare qui sont parfaitement vivants, parce que le cuivre est fixé. Par contre, si vous changez de culture, c'est le foutoir, parce que les racines émettent des sécrétions qui déstabilisent les composés, qui libèrent les composés métalliques pour se nourrir. Et donc, si vous changez de plante, vous changez de composés qui déstabilisent les complexes et vous relibérez le cuivre. Donc après la vigne, en général, on peut faire de la vigne et de la vigne et c'est tout. Alors sur les métaux lourds, la vie bactérienne, la vie des micro-champignons ne peut pas faire grand-chose. En revanche, sur les polluants organiques, comment ça peut agir? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, de même que le sol, c'est pas simplement inerte mais vivant, la solution, c'est pas une solution chimique seulement, mais aussi une solution vivante. Alors, il y a effectivement une vie dans le sol dont on peut se servir, au moins pour les pollutions organiques. Et il y a notamment pour ça les champignons. Alors il faut que je vous donne un détail là, technique. C'est que, alors on est très entouré de plastique, et ça c'est pas une bonne nouvelle d'ailleurs. Il n'y a même pas de bois. Si, il y a du bois là. Le bois est dur parce qu'il contient une molécule qui est une sorte de résine biologique faite de composés aromatiques reliés entre eux qui s'appelle la lignine. C'est en gros un tiers de la masse vivante sur Terre. Il y en a dans les nervures, il y en a dans les troncs, il y en a dans les racines aussi. Et ce composé-là, c'est une molécule polyaromatique extrêmement dure à décomposer. En plus, les liaisons chimiques qui la relient aux autres molécules dans la plante ne sont jamais les mêmes. Donc il n'y a pas une enzyme qui peut dégrader ça. Et vous avez il n'y a que les champignons qui ont inventé un moyen de décomposer la lignine. Vous allez voir, ça va être un cours de biologie, mais c'est une conséquence importante. Comme ils ne peuvent pas le faire avec des enzymes, ils le font avec des radicaux libres. Ils ont des enzymes qui produisent des radicaux libres et qui détruisent la lignine, c'est-à-dire qu'ils sont capables de casser une molécule polyaromatique. Et cette chimie-là, elle fait qu'ils sont capables de bouffer des composés aromatiques. Et vous pouvez, vous, la réutiliser, cette chimie-là, pour attaquer des composés extrêmement réticents à toute dégradation purement chimique, mais aussi à toute dégradation microbienne non liée aux champignons. Et ça, c'est une des bases de la bioremédiation contre les polluants organiques, c'est d'utiliser des microbes. Et dans ces microbes, regardez bien, il y a très souvent, en partie, voire que des champignons, qui ont cette technologie du vivant qui détruit une molécule polyaromatique qui est la lignine. Oui, et donc en fait ces micro-organismes se trouvent dans tout type de sol. Enfin, il y a une multitude d'espèces, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, et on aura toujours l'espèce ou les espèces qui correspondent à la molécule aromatique à dégrader. Le vrai problème, c'est que ces organismes-là, ils ont beau savoir faire ça,
il n'y a jamais eu de sélection naturelle pour utiliser des molécules déposées par l'homme dans l'environnement, puisque c'est nouveau. Et donc, ils ne sont pas forcément super performants pour y arriver tout seuls. Notamment, c'est bien beau de manger ça, mais il faut de l'azote, il faut du phosphore. Vous y êtes? Et le problème, c'est que pour ça, ils ne sont pas concurrentiels avec les autres. Et donc, leur développement est limité. Ça veut dire que les technologies qui vont s'appuyer sur eux doivent non seulement les introduire en masse, c'est ce qu'on appelle inoculer, de façon à leur donner un avantage démographique, mais aussi éventuellement amener de l'azote ou du phosphate. Alors, ça dépend vraiment des sols, hein. Là, il n'y a pas de règle générale. Mais amener des choses qui vont tourner la règle du jeu en leur faveur. Tous les sols n'ont pas une quantité de nutriments suffisante pour amener cette biodégradation à un système assez efficace. Voilà, disons que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils prolifèrent. Parce qu'ils sont partout, hein. Mais bon, il faut les réveiller. Les réveiller, c'est les introduire en masse et ou amener quelque chose supplémentaire pour que ça marche. Alors, j'ai un copain au CEA qui travaille sur une idée géniale, je reviens aux métaux lourds, qui, lui, a cette perspective de dire les métaux lourds sont absorbés sur certaines fractions granulométriques et pas d'autres. Donc, en tamisant le sol et en retirant la fraction granulométrique qui contient le maximum de contamination, je le nettoie. Alors vous sentez le truc, c'est génial pour des sols hautement contaminés et sur des petites surfaces, mais quand on a des hectares de friches industrielles, on ne peut pas gérer ça comme ça, c'est trop cher, et puis en plus, ça ne gère pas tout. Pour les métaux lourds, la gestion se fait au travers de plantes. Alors, on pourrait même utiliser les champignons, mais c'est plus facile de récolter des plantes. Des plantes, parce que les plantes, elles ont la stratégie suivante. Quand il y a un toxique dans le milieu, les champignons aussi d'ailleurs, hein, mais bon, une fois de plus, on ne peut pas les ramasser en grande quantité pour ramasser ensuite leur contenu. Quand il y a un toxique dans le milieu, au lieu de le laisser traîner et rentrer dans les cellules et faire des dégâts, elles les mettent dans une boîte de la cellule qu'on appelle techniquement la vacuole. Elles les stockent dans une boîte d'où ils ne bougent plus. Donc quand une plante est entourée de métaux lourds, elle accumule ces métaux lourds dans cette boîte. Et comme ça ne bouge plus. Le problème, c'est qu'une plante ordinaire, elle peut en accumuler un peu, mais au bout d'un certain temps, ça la tue. Ça ne marche pas. Il y a par contre des plantes sélectionnées pour ça ou qui poussent sur des sols naturellement contaminés. Il y a des plantes qui sont capables de stocker énormément. La seule exception étant le cuivre, pour lequel il n'y a pas de phytoaccumulateur. Et donc ces plantes-là, vous pouvez très bien les cultiver, les récolter, et ensuite vous les brûlez. Vous pouvez même arracher même les racines si vous voulez. Mais si c'est des plantes qui transmettent bien dans les parties aériennes les métaux lourds, il suffit de récolter les parties aériennes, vous les brûlez, vous obtenez des cendres où vous avez reconcentré les métaux lourds. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez éventuellement, même si certains sont de valeur, vous pouvez les récupérer. Alternativement, je vous propose le nom de Claude Grison, qui au CNRS a développé une stratégie alors de ouf, qui d'ailleurs lui vaut beaucoup de contrats avec l'industriel. Elle récolte la biomasse contaminée et elle s'en sert comme catalyseur pour la chimie fine. C'est-à-dire qu'elle catalyse des opérations chimiques qu'on n'arrive pas à faire sans métaux liés à de la matière organique. Elle s'en sert comme catalyseur. Et donc, on peut faire payer aux entreprises, il y a des entreprises qui achètent la récolte et qui font un déchet final qui, lui, va être finalement brûlé, mais il va être contrôlé, lui. Mais il y a une valorisation pour les produits de la phytoremédiation. Et ça veut dire qu'on retrouve aussi dans les solutions le vivant et dans des solutions qui vont au-delà de la remédiation aux problèmes, qui peuvent être une ressource. Alors, j'aimerais dire une dernière chose, c'est que aussi bien en phytoremédiation par des plantes sur des terrains à métaux lourds que en bioremédiation par des microbes qui vont dégrader une pollution organique, il faut faire attention à ne pas introduire trop d'espèces exotiques. Parce que ces espèces exotiques, d'abord elles peuvent réussir un temps, mais un jour avoir un hiver trop froid ou un été trop sec, elles ne sont pas sélectionnées pour vivre dans des conditions locales. De plus, il y a une règle de 10 implacable. Sur 100 organismes c'est une règle statistique. Quand vous introduisez 100 organismes, il n'y en a que 10 qui vont arriver à pousser ou à se développer. Parmi ces 10, il y en aura un qui arrivera non seulement à se développer, mais à se reproduire. Et sur cet organisme qui arrive à persister chez vous, il a une probabilité de 10%, il y en a 0,1 statistiquement qui va devenir invasif
et envahir vos écosystèmes en mettant en péril les espèces locales. Vous allez dire, on s'en fout des microbes du sol. Oui, mais en mettant en péril aussi les fonctions qu'elles remplissent. Donc on a tout intérêt à faire confiance au microbiote endémique existant dans le sol, en fait. Ou à des plantes de la région. Ouais. Et donc, ça veut dire que les startups qui font un bon boulot, c'est celles qui ont implémenté l'idée de chercher des solutions locales dans le bassin de production. Et pour revenir donc à la gestion des eaux pluviales, vous savez que la tendance maintenant c'est de reconstituer le grand cycle de l'eau, d'infiltrer. Je voudrais avoir votre avis sur ce qui est en fait le débat du moment, c'est-à-dire la zéro artificialisation nette et puis la gestion des eaux pluviales par ouvrage à ciel ouvert qui peut être végétalisé également, qui en fait aide à restituer l'eau dans le milieu. De raison de plus, s'il y a un traitement, d'avoir une eau propre qui est restituée au milieu et qui est a priori peut-être un intermédiaire entre l'artificialisation, l'imperméabilisation et le monde agricole ou le monde forestier peut-être. Alors ça, c'est vrai que quand vous désimperméabilisez une surface, c'est la première fonction du sol que vous restaurez, au début chaotiquement parce qu'il n'y a pas beaucoup de trous, c'est le côté boire l'eau et la stocker et la restituer lentement aux circulations souterraines, les nappes, ou aériennes, les rivières. Donc la désimperméabilisation, comme son nom l'indique, elle désimperméabilise. Bon. Après, il y a une résilience plus lente des autres fonctions, notamment quand vous avez découvert votre sol. Alors, petite parenthèse, vous pouvez découvrir qu'il est chargé de pollution liée aux activités qui ont eu lieu là. Et là, vous entrez dans une boucle de plusieurs dizaines d'années avant que votre sol, vous ayez pu le débarrasser de ces métaux lourds ou de ces contaminations aromatiques. Mais imaginons que le sol que l'on découvre ne soit pas contaminé. Je dis imaginons parce qu'en fait, je n'ai pas les chiffres, mais souvent on découvre des misères quand on désimperméabilise. Imaginons qu'on n'a pas ce problème chimique de pollution et que on veuille restaurer le fonctionnement de ce sol. On peut assez vite, surtout si on amène de la matière organique qui lui aura manqué, on refait la fraction organique d'un sol parce que le sol est organo-minéral d'un point de vue chimique, on peut assez vite relancer un sol où il y aura une certaine vie, donc une certaine porosité et aussi des végétaux par au-dessus, ce qui a des fonctions diverses, mais notamment des fonctions esthétiques. Après, pour arriver à des fonctions de production, ça prend plus de temps. Vous pouvez rendre productif en vous concentrant, en amenant beaucoup de matière organique, vous pouvez rendre productif très vite la place bétonnée qu'il y avait, ou dallée qu'il y avait devant la mairie. Mais sur des grandes surfaces, vous avez rarement accès à assez de matière organique de bonne qualité pour restaurer la productivité. Donc vous voyez, dans le temps, les fonctions pour l'eau se restaurent assez vite, les fonctions pour la végétation moins vite, et la fonction pour une végétation assez productive pour être d'intérêt agronomique ou beaucoup plus lentement encore, là on est sur plusieurs décennies. Et ça résonne avec l'idée que finalement, dans la grande question d'actualité du zéro artificialisation nette, en fait, c'est souvent du zéro artificialisation brute. En tout cas, si vous vous intéressez à avoir des sols, c'est pas dans la loi ça, qui aient les mêmes fonctions quand vous les découvrez que ceux que vous recouvrez par ailleurs, c'est pas faisable. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de surface à désimperméabiliser et le zéro artificialisation nette ressemble beaucoup à un zéro artificialisation brute. L'artificialisation en France, c'est 5 terrains de foot par heure, même la nuit, en France, alors que notre démographie ne vibre pas à cette intensité-là. Et ça supprime pour l'alimentation humaine l'équivalent de l'alimentation d'une ville comme le Havre tous les ans. Donc c'est un vrai problème dans un pays dont le climat commence à réduire la productivité. C'est un enjeu vraiment important. Et c'est malheureusement un enjeu qui est pas très loin du zéro artificialisation brute. Je nie pas les difficultés qu'ont les communautés urbaines ou les petites bourgades rurales à gérer ce zéro artificialisation net. Il faut qu'on les accompagne là-dedans. Mais fermer les yeux et penser par exemple qu'on puisse sortir de l'artificialisation comme on pourrait sortir de ses impôts ou sortir de ses voisins ou sortir de la nécessité d'aller aux toilettes tous les jours, ça ne tient pas. C'est un impératif sanitaire et environnemental qu'on doit, et alimentaire qu'on doit aux générations futures. Par contre, on doit le penser. Mais c'est aussi une façon de penser le cycle de l'eau et sa qualité.
En particulier, on sait très bien que dans l'évolution de notre climat, qui se méditerranéise jusqu'au nord, été sec, arrière-saison chaude, avec précipitations intenses dans l'automne, régime Cévenol, régime de pluie Cévenol, on va avoir des pluies énormes. Et dans les zones qu'au nord on a très artificialisées, on n'aura pas la régulation quantitative du cycle de l'eau. C'est ça qui nous attend aussi. Donc c'est aussi un enjeu pour le cycle de l'eau. La désimperméabilisation est donc très importante, même si on n'arrivera pas peut-être, ou alors ça mettra beaucoup de temps à faire un sol agricole à partir d'une zone ou d'une place artificialisée. Donc c'est important. Mais vous avez raison, on peut très bien enlever 30% du béton sur tous les trottoirs de Paris, enfin 30% du bitume, et déjà, ça va boire, ça. Bien sûr, ça va boire. C'est pas du blanc-noir. Ça va certainement réhydrater les sols, rebooster une certaine activité microbienne du sol qui était peut-être à l'état de latence. Et puis, infiltrer, si on infiltre l'eau, il faut autant que faire qu'elle soit propre. Et donc, utiliser ces micro-organismes endémiques du sol pour à minima biodégrader les polluants organiques, vous l'avez dit tout à l'heure, surtout en pollution diffuse, c'est celle qui est amenée par les ruissellements, etc. Et faire en sorte que les nappes soient rechargées d'une eau le plus propre possible. Et par parenthèse, cette idée qu'en ville, il y a des microbes qu'on peut utiliser, moi j'essaie désespérément de convaincre la ville de Paris. On a déposé des projets de recherche, j'en ai parlé avec des élus. Vous savez, quand on replante un arbre en ville, on décaisse, parce que le sol souvent est pollué, on décaisse et on met du bon sol, et on met l'arbre. C'est naze. Parce que les microbes de ce sol bien propre ne sont pas du tout habitués aux polluants. Donc au début, l'arbre, il vit là-dedans, puis à un moment, il aventure ses racines dans le sol autour. Il faut savoir que les racines des plantes sont environnées de microbes qui les aident à fonctionner, à se nourrir, des champignons, des bactéries. Ah bah oui, mais là, elle est entourée de bactéries et de champignons qui vivent dans des sols non pollués. Il faut absolument réutiliser les microbes des sols, même s'ils sont dégueulasses, là où on replante des arbres. Et donc, soit on fait un mélange de sol propre et de sol pollué dans la zone intermédiaire, soit on remet le sol pollué tout simplement. Mais il y a un truc là qui est vraiment pas logique intellectuellement, c'est que dans ces cas-là, on n'utilise pas du tout. Et alors c'est important parce que c'est les zones en plus où vont arriver toutes les eaux pluviales, ces rares ouvertures que représente la base des arbres. On ne valorise pas du tout les microbes résidents qui sont habitués aux pollutions résidentes. Peut-être on peut laisser la question, laisser la salle poser des questions éventuellement. Oui. Est-ce que quelqu'un a des questions? Allez-y. Oui, bonjour. Quand on voit effectivement la difficulté à ramener l'espace vert, les plantations en ville, ne pensez-vous pas que depuis le Covid, où il y a eu effectivement une phase où la société s'est mise un peu au ralenti et que beaucoup de monde ont été quelque part enfermés dans leur appartement, n'avez-vous pas senti qu'il y a quand même eu un changement de comportement et le souhait des habitants de revenir à la nature et de réinstaurer effectivement des plantations et même des jardins partagés? C'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir effectivement revenir la verdure dans les milieux urbains. Et une autre question que j'avais, je vois que vous œuvrez aussi en Chine. Ces messages, effectivement, est-ce qu'ils sont faciles à faire passer dans un pays comme on peut le connaître? Moi-même, j'y ai été une fois, donc est-ce que vous n'êtes pas parfois un peu regardé d'une certaine façon, donc, ou est-ce que vous arrivez à les faire changer de comportement? Le post-Covid, il a été CSP dépendant. Et vous appartenez aux gens de CSP qui se sont dit qu'il leur fallait plus de verdure, mais je vous garantis que ce n'est pas le réflexe de toutes les CSP. D'accord? C'est une vision, ça, qu'ont eu certaines catégories socio-professionnelles, mais pas toutes. Et deuxièmement, même celles-là, elles n'ont pas forcément gardé cette perspective dans le long terme. Je vais vous en donner deux exemples. Le grand mouvement d'exode vers la campagne, parce que les gens se sont dit non, la ville c'est pas bien, je veux du vert. En fait, il est en train de s'effondre. Et même les gens commencent à se replier.
parce que c'est plus pratique pour ces CSP-là de travailler en ville. Et puis l'autre exemple que je vais vous donner, c'est que devant l'abandon, la déshérence de ces espaces qui avaient été libérés au pied des arbres à Paris pour que les gens prennent en charge de planter des fleurs, éventuellement de planter des choses à manger, la mairie de Paris a décidé d'arrêter cette campagne, de mettre à disposition du sol dans la rue des gens, parce que les gens ne l'ont pas pris en main. Donc je ne suis pas convaincu, moi, que ça ait pénétré autant que ça, et surtout que ça ait pénétré durablement la société. Mais ce n'est pas une raison pour que les édiles ne s'emparent pas de ça, pour les raisons techniques que vous soulignez. Voilà. Alors maintenant, la Chine, c'est une autre histoire. La Chine, c'est le meilleur et le pire en matière d'environnement. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choses dégueulasses que nous, on n'aurait même pas osé faire. Et en même temps, aujourd'hui, le gouvernement a vraiment pris en main les choses et sur certains points de biodiversité est beaucoup plus directif que ne le sont nos autorités. Et là, la volonté populaire n'existant pas, les réticences des uns ou des autres ne comptent pas. Si quelqu'un n'est pas content, on le met en prison. Et moi, j'enseigne à Kunming, dans une ville dont une partie des élites a été foutue en tôle parce qu'ils avaient truqué les indicateurs environnementaux pour dire que ça allait mieux. Ils ont été foutus en tôle, ils n'en sont jamais ressortis. Même leur famille ne sait pas où ils sont. Ils savent pas où ils sont. Alors, donc, vous voyez, c'est pas forcément un système génial, mais par contre, ça avance vite du coup, parce que les suivants, je peux vous dire, ils ne truquent plus les données. Hein. Alors, mais juste une chose, hein, moi, à Kunming, je ne vois pas la population. D'ailleurs, elle ne parle pas anglais. Hein. Je ne vois pas la population, je ne vois personne. J'ai juste été là-bas parce qu'il y avait de l'argent pour faire la recherche. Mon labo tourne à l'argent chinois, parce que là-bas, c'est très facile d'avoir de l'argent pour faire la recherche. Dans ce pays-ci, on recherche de l'argent. On ne fait pas de la recherche. On fait de la recherche d'argent. Je vous rappelle que la France a signé à l'horizon 2020, hein, le programme Horizon 2020 de l'Europe, 3% du PIB. En comptant le crédit impôt recherche, nous sommes à 2,5%. Et si vous avez bien lu Louis Gallois, qui n'est pas un chercheur qui cherche à avoir du fric, c'est un patron d'industrie. Si vous avez lu Louis Gallois il y a 3 semaines dans le Monde, il vous dira qu'en fait on est en train de décrocher en brevet, décrocher en avance technologique, décrocher en avance industrielle parce qu'on n'a pas assez de recherche. Donc moi je vis dans un pays qui n'est pas capable de financer sa recherche, sauf mon salaire, mais une fois que j'ai mon salaire, ça ne produit pas des données. Alors, merci pour le salaire. Ok, je sais être reconnaissant de ça, mais je vais me financer ailleurs. Et c'est pour ça que je suis en Chine. C'est pas pour changer la Chine, c'est juste pour faire tourner mon labo français. Oui, bonjour. Ça tombe bien. Moi, je suis agriculteur dans le massif de Chartreuse. Au pied de la Chartreuse, viticulteur jusqu'en 2015. Là, j'ai arraché toutes les parcelles de vignes. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, par quelques épines, il n'y a rien qui pousse. Et là, je vais travailler les sols, essayer de mettre des plantes qui vont chercher dans le sol certains éléments. Mais c'est vrai que vous disiez sur le soufre. En fait, le soufre, on est limité, dans l'agriculture traditionnelle à 4 kg par hectare. Il faut savoir que dans le biologique, il est autorisé jusqu'à 9 kg par hectare. En fait, c'est là qu'il y a un petit problème dans la vigne bio, c'est qu'en fait, la vigne bio, on autorise un produit qu'on sait qui est pour le sol, qui est un des plus nocifs. Et c'est marrant, c'est un peu cette contradiction. Alors, le soufre, il n'a pas de résilience. C'est-à-dire qu'il finit à l'état de sulfate dans un sol de vigne qui est un sol oxygéné. Il y a des bactéries qui l'oxydent. Et il finit sous forme de sulfate, il est éliminé. Hein, la seule chose dans les traitements au soufre et au cuivre qui reste longuement, c'est le cuivre. Et votre problème est sans doute plutôt un problème de remobilisation du cuivre par changement de végétation. Et avec ce drame, qu'il n'y a pas beaucoup de méthodes de phytoremédiation au cuivre, je lisais un papier en venant là, dans la revue dans Vitisphère, c'est le bordel. Hein. On arrive à des phytoextractions de l'ordre du millionième de ce qu'on fait sur du cadmium. Bon. Donc c'est l'horreur et c'est vrai que c'est un problème pour le post-vigne. Bon. Moi, je tape pas sur le bio parce qu'il utilise du cuivre. Parce qu'une fois de plus, le sulfate est lessivable, le cuivre, il se fixe. Les pesticides, eux, quand on utilise des pesticides de synthèse, non seulement ils sont pas... bizarrement... Alors, 98% des sols de France sont pollués par les pesticides, y compris les sols forestiers. Ça veut dire qu'en fait, les pesticides, ils circulent. Et dans ce 98%, dans l'article qui démontre ça, il y a un truc étonnant, c'est qu'il y a des pesticides qui ne devraient plus être dans le sol, étant donné la date d'arrêt et la longévité indiquée par les fabricants. Or, ils y sont encore. Je disais là que par exemple, le lindane, il y en a encore beaucoup dans l'air autour de nous. Le lindane, c'est 88, je crois, l'interdiction du lindane, de mémoire. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que le cuivre et le soufre sont un problème.
quand on serait prêt alternativement à utiliser des pesticides qui sont des problèmes pour la vie des sols et pour la santé des agriculteurs ou des consommateurs. J'ai rien contre votre question, mais ce que je veux dire, c'est que moi, pour avoir regardé les chiffres, j'ai regardé les chiffres de la MSA dans la grande étude Agrican. Et dans la grande étude Agrican, on voit quoi? Que les agriculteurs, ils ont 3 à 5% de cancer en moins que la population générale. Et un certain nombre de mes amis de l'Académie d'agriculture, qui sont pro-conventionnels, me disent, t'as vu Marc-André? Ils sont pas si malades que ça. Quand vous ouvrez le document, parce que c'est bien de lire le résumé, quand vous ouvrez le document, vous découvrez quoi? Qu'en fait, pour tous les cancers, c'est 10, 20, 30, 40% de moins. Sauf pour les myélomes, plus 25% par rapport à la population environnante. Ou pour les lymphomes, plus 50%. Ou pour les cancers de la prostate pour les hommes, plus 20-25%. Et donc, au total, quand vous mélangez tout ça, ils ont toujours un peu moins de cancer, mais beaucoup plus que leur vie ne devrait leur permettre. Et donc, je pense que l'interdiction des pesticides, autant que possible et autant que des sélections variétales ou des itinéraires alternatifs ou des haies comme écran à la propagation des maladies, oui, car c'était un de leurs rôles. On l'a oublié parce que quand on a supprimé les haies, on avait les pesticides. Je pense que les méthodes alternatives doivent être utilisées au maximum pour minimiser l'usage de pesticides. Et je dis ça parce que j'aime les agriculteurs. Et c'est une déclaration d'amour très sincère. Hein. Pour moi, l'agriculture, c'est ce qui nous nourrit. Donc j'ai énormément de respect pour les agriculteurs. J'aime pas les oukas dans le genre vous allez arrêter ça sans solution. Mais je pense vraiment que les pesticides, il n'y a pas d'option. Et j'en suis sincèrement convaincu. Et finalement, le cuivre et le soufre, c'est un moindre mal. C'est une des portes de sortie. Mais je suis d'accord avec vous qu'on aurait besoin d'autres portes de sortie avant de tanner le cul des agriculteurs. Encore une question? Profitez-en. Pour moi, deux problématiques des industriels sont les questions de la pollution et aussi la dépendance aux services écosystémiques et donc à la biodiversité. Et donc, quelles actions concrètes vous conseillerez à des industriels, très concrètement, qui ont le pouvoir d'investir 10, 20 000, 50 000 euros peut-être dans des politiques qui vont dans le bon sens par rapport aux pollutions et par rapport à la préservation des sols? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire et vers où on peut emmener nos plans de gestion biodiversité ou d'amélioration des santé du sol, par exemple? Derrière, devant, à droite et à gauche. Alors, derrière, c'est l'amont. On peut exiger de ses fournisseurs des cahiers des charges et même éventuellement on peut les accompagner. Bon, je travaille pour plusieurs industries du luxe qui regardent leurs fournitures agricoles. Alors pour elles, c'est facile d'accompagner. Mais je vois des très beaux projets qui non seulement deviennent exigeants, mais commencent à dire, si vous le faites, on vous garantit l'achat et éventuellement on vous donne des formations. Donc, il faut regarder son amont autant que possible. Après, je suis tout à fait conscient que des fois, il y a des contraintes. Et c'est vrai que les industries du luxe ont plus de facilité à faire ça que des industries à peine rentables. Hein. Donc, l'amont. Regardez comment sont produits et avec quels effets sur l'environnement les produits qu'on utilise. À droite et à gauche, c'est où est-ce qu'on est à un moment. Si on a un restaurant d'entreprise, qu'est-ce qui rentre dedans ? Si on a une implantation, est-ce que cette implantation est végétalisée avec de la végétation locale? Est-ce que l'imperméabilisation est limitée? Est-ce que le parking, par exemple, est un parking avec de l'herbe qui pousse dans les grilles d'un réseau bétonné? Ou est-ce que c'est juste complètement bétonné? Enfin, oui, il y a des façons, et des boîtes qui vous accompagnent pour ça, des façons aussi, dans l'existant à un moment de l'entreprise, de faire ça. Et puis, quand je dis devant, je pense à la génération suivante. Vous pouvez investir aussi, par exemple, dans la fédération Biogé, que je préside, mais je ne vous dis pas de nous amener de l'argent, mais on se bat, nous, pour que la formation des générations suivantes contienne plus de biologie, plus de sciences du vivant. Il faut savoir qu'il n'y en a pas au primaire, pas de santé, pas d'environnement, et il y en a 1 heure par semaine dans le secondaire. Étonnez-vous qu'après, les gens, ils n'aient pas envie que leurs impôts aillent subventionner des formes de production différentes, ou qu'ils n'aient pas envie d'acheter du bio ou des choses qui sont un peu plus chères mais qui sont moins chères en termes de coûts de santé, parce qu'ils n'ont pas de vision systémique, ils vivent centrés sur eux-mêmes et sans vision du monde. Donc investir et pousser pour que la formation des citoyens de demain leur permette de comprendre les enjeux, c'est important. Alors je vais revenir sur les pesticides. C'est un exemple, je ne veux pas m'acharner dessus parce que quelque part ils nous ont nourris, les pesticides, hein, ils font qu'il y a à manger pour tout le monde. Si on les supprime du jour au lendemain en Europe,
c'est 2 milliards d'euros de pertes pour les producteurs. Et 5 ans après, alors le diable se cache là, ça réduit les coûts de santé de 30 milliards d'euros. C'est des chiffres du Monde publiés par l'EFSA, qui est plutôt suspecte de connivence avec les producteurs de pesticides. C'est énorme. Vous sentez le truc. Alors, le problème, c'est que l'économie est à venir et le coût est immédiat. Et puis aussi un coût d'emploi qui n'est pas chiffré là. Mais quand même, à un moment, il faut voir global. Et ça, c'est vrai que nous, en pensant que les fondamentaux, c'était lire, écrire, compter, on n'a pas vu global. Et vous, ici, qui travaillez sur la pollution, vous êtes préparés à voir global. Mais est-ce que les gens qui sont dans la vraie vie sont prêts à acheter vos solutions ? Quelque part, investir dans l'information, c'est investir dans le développement de votre marché. Pour avoir des citoyens qui ont envie, certaines politiques, et qui consomment d'une certaine façon. Merci, Monsieur Solos et Monsieur Artière. Je vous invite à prolonger la discussion et merci pour votre question parce que Tenkat Aquavia est spécialiste de la dépollution des sols par infiltration, dépollution des eaux pluviales, des hydrocarbures. Je vous invite à aller les rejoindre sur leur stand. Ils sont au hall numéro 6, stand G36. Et tout de suite, Monsieur Solos nous fait la gentillesse d'une petite séance de dédicace de ses plus récents ouvrages, L'origine du monde et la bande dessinée Sous Terre, qui sont excellentes et qui permettent d'en savoir beaucoup plus sur la biodiversité des sols. Merci à vous. Merci pour votre participation.